On voulait vous donner un exemple d'une collaboration réussie donc entre Target to Sell, que François présentera, et Manutan, pour voir comment justement Manutan a travaillé avec une startup pour accélérer un certain nombre de problématiques de commercialisation qu'on ne pouvait pas faire tout seul, et comment Target to Sell a gagné un client grâce à cette collaboration. Alors 2 mots sur Manutan, c'est une société de distribution B2B qui a été créée il y a une 50aine d'années et qui a progressivement passé d'un mode de commercialisation par catalogue, évidemment, à un mode digital. Et au travers de la digitalisation, ça a naturellement amené une expansion extrêmement importante des gammes. Et on a donc créé un lab pour aujourd'hui accueillir des startups, développer des collaborations entre nous et des acteurs de la technologie. Et là, on a eu une problématique très particulière, c'est que on est passé d'un modèle où on avait 80 000 références vendues par un catalogue à un modèle où on est passé à 400 000 références. Donc une explosion des références, avec là une problématique qui est de dire aujourd'hui un utilisateur internet en moyenne il va regarder 7 pages. On va lui proposer au maximum une trentaine de produits dans son parcours, et donc un risque énorme d'avoir 400 000 références, mais très très peu vendues au niveau des clients. L'autre problématique, c'est qu'on était jusqu'à maintenant sur un référencement, un merchandising manuel, c'est-à-dire que quand il fallait afficher une page de catégorie, quand il fallait associer des produits, ça se faisait à la main. Alors tant qu'on avait 80 000 références, c'était à peu près jouable. À 400 000 références, ça devenait totalement impossible. Donc on s'est creusé la tête en interne de se dire mais comment on dépasse ça? Technologiquement, on ne sait pas faire. Et c'est là qu'on a rencontré Target to Sell et on a réussi à faire ce qu'on n'aurait pas réussi à faire tout seul pour dépasser cette problématique. Alors, je te laisse présenter Target to Sell. Merci. Donc Target to Sell, on est donc une start-up. On a créé la société en 2011 et on a monté avec Adrien, qui ne doit pas être très loin, et on connaissait bien la technique, mais aussi le e-commerce. Et on savait qu'une des problématiques clés, c'est finalement d'adapter dynamiquement le site web, le site e-commerce, à chaque visiteur. Donc il y a des plateformes aujourd'hui sur le marché, ils sont présents ici d'ailleurs, il y a de l'IBM, de l'Oracle, du SAP, et du Salesforce, etc., qui proposent des plateformes industrielles pour développer la vente en ligne. Et ces solutions-là proposent finalement le même contenu à tous les visiteurs. Alors que, comme tu l'as dit, quand on a un grand nombre de produits, il est essentiel d'adapter l'offre aux visiteurs. Donc c'est pour ça qu'on a développé une plateforme avec quelques mots-clés. Real time, il s'agit bien de s'adapter en temps réel à l'intention de chaque client. Ça ne peut être que basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle parce qu'il est effectivement illusoire de faire des règles à la main. C'est juste pas réaliste. Et puis donc on est spécialisé sur le commerce. Et ça nous permet quoi, cette plateforme? Eh bien, à partir d'informations, le catalogue, ce que font les visiteurs sur le site, ça peut être aussi les ventes par d'autres canaux, des informations CRM. Bref, notre plateforme, elle avale tout un tas d'informations et elle est capable de les restituer en temps réel sur le site. Donc, en faisant quoi? Typiquement en ordonnant, en définissant la façon dont les produits vont être triés pour les différents visiteurs, et puis également en proposant des bandeaux de recommandations. Alors si je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le e-commerce a été pratiquement inventé par une petite start-up qui s'appelle Amazon, et ce genre de technologies sont extrêmement utilisées par Amazon, donc c'est pour ça que souvent on connaît comme ça. C'est les bandeaux où il y a marqué les clients qui ont acheté achètent aussi, ou etc. Donc c'est ce qu'on appelle de la recommandation de produit. Donc les enjeux, finalement les enjeux pour Manutan, il y en a plusieurs. Il faut aider. L'élément essentiel, c'est d'aider les clients à trouver les bons produits. Encore une fois, quand il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de produits, c'est un enjeu extrêmement important. Automatiser le merchandising, c'est aussi quelque chose de clé
si on ne le fait pas de manière automatique, on voit nous des acteurs qui font les choses à la main, et c'est des dizaines de personnes qui doivent à la main définir des règles, mais qui en plus ne peuvent pas être adaptées à chacun. Et puis donc l'objectif, il est assez simple, au bout du compte, c'est de gagner en performance. Donc avec Manutan, on a fait finalement une longue histoire dans notre petite vie. On a commencé à travailler ensemble et Manutan a commencé par tester sur un site la notion de recommandation produit. Et puis en fait, comme ça a plutôt bien marché, on l'a généralisé sur tous les sites. Et puis on a testé un autre module qu'on propose qui est d'ordonner, de trier les produits en fonction des visiteurs, donc le tri des pages listes. Puis là aussi, ça a donné des résultats intéressants, donc on a été plus loin. Et puis, nous, on est convaincus et Manutan aussi, donc c'est pour ça que ça a vraiment super bien marché, que tout ça, c'est un travail qui doit être fait ensemble. Il ne s'agit pas de brancher une solution et puis de se dire ça y est, c'est fait, on passe à autre chose. Non, il faut absolument un travail itératif. Et puis il faut aussi que les équipes s'approprient ces technologies. Et c'est cette partie-là qu'on appelle les activités data scientist qui sont en fait essentielles. C'est qu'en fait, il y a des data scientists. Donc nous, on a une plateforme, on a mis à disposition de Manutan cette plateforme avec des data scientists qui ont travaillé pour analyser la donnée et travailler sur des use cases métiers, différents use cases métiers. Alors, on va voir les résultats, mais ce qu'on voulait illustrer au travers de cet exemple, c'est que quand on est une start-up, un des problèmes, c'est de trouver du business. C'est de trouver des clients. Et aujourd'hui, assez naturellement, ce qui est visible, c'est les entreprises qui sont là, c'est les grandes entreprises. Et il y a en France aujourd'hui un tissu d'ETI, entreprises de taille intermédiaire. Et ce tissu-là, il est extrêmement intéressant parce que comme dans l'exemple qu'on voit chez Manutan, nous, on a une intention, on a une vision, on a des clients, mais il y a un certain nombre de technologies qu'on ne maîtrise pas. Et les ETI ont compris qu'en s'associant avec des startups, il y avait un moyen d'accélérer leur développement. Donc en termes de résultats, en fait, ça a été extrêmement, ça c'est flagrant, ça a été important. Et ce qu'on voulait en fait aujourd'hui avec François, c'était un peu tirer un exemple de quand une ETI travaille avec une startup, quelles sont les bonnes pratiques. Alors le premier point, c'est le point le plus important, c'est que souvent une startup, quand elle travaille avec un groupe de taille plus importante, elle va se retrouver prise dans des processus internes qui fait qu'elle va développer un premier proto, un deuxième proto, et qu'il va se passer beaucoup de temps entre l'investissement qui a été mis en place et le choix, et donc finalement le premier contrat. Et donc ce qui est important, nous ce qu'on pense, c'est qu'à partir du moment où on se lance avec une start-up, il faut être très rapidement être capable de dire oui on va en avant, oui on arrête. Et c'est aujourd'hui une des forces des ETI, c'est qu'on est très rapidement en face du décisionnaire. On n'est pas dans un groupe où il faut passer 4 échelons. L'ETI, souvent, on est directement avec la direction générale, et donc ça peut aller très vite. Je te laisse peut-être partager un deuxième enseignement. Oui, le partage de culture, c'est également extrêmement important. Le fait il faut finalement définir un socle commun où on va avoir on va partager une expertise, une vision commune, et on va pouvoir travailler ensemble dessus. Côté de notre apprentissage avec les startups, c'est qu'elles ont parfois l'intention à dire oui, on sait faire, oh ouais, pas de problème. Et donc on encourage les ETI à bien regarder ce que la startup sait faire, quel produit est mature par rapport à ce qui est du oui, mais on va voir. Ce qui peut en interne en fait être du coup extrêmement gênant parce qu'on s'est engagé sur des choses qu'on ne peut pas délivrer. Oui, ça c'est un point. En fait, c'est un point extrêmement touchy, un point difficile pour une start-up qui développe un produit, puisque notre métier, c'est de réussir à faire un produit qui répond à plusieurs clients. Et en même temps, quand on travaille avec un partenaire, on a envie de dire oui à ce qu'il nous demande. Donc on a envie en même temps de faire plein de choses spécifiques, et en même temps, si on se plonge dans le spécifique, on risque d'y laisser notre peau. Donc il faut trouver des compromis. En fait, en l'occurrence, la solution qu'on a mis en place, c'est finalement de séparer les activités d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a une partie produit qu'on met en œuvre, qu'on teste, qu'on améliore, et puis une partie plus expérimentale
qui est un petit peu indépendant, un petit peu séparé. Voilà, alors chez Manutan, vous le voyez, on a été content de cette collaboration. Et du coup, au niveau du club ETI, on va organiser des speed meetings entre des startups et des ETI, probablement le 14 octobre. Voilà, ça va être le mardi des ETI, et où des startups de l'Île-de-France vont pouvoir pitcher devant des ETI pour expliquer ce qu'elles savent faire. Et en amont, on aura récolté les besoins aujourd'hui des ETI. Voilà, merci à tous, et puis bonne continuation. Merci.